Comme on a vu, mesdames et messieurs, dans ce reportage de Sarah Al-Maghrabi, dans son discours, le président Sisi a affirmé que le continent africain entre dans une nouvelle phase exigeant une solidarité, une unité et une intégration accrue face à un monde témoin de transformations internationales rapides et de crises régionales successives qui affectent la sécurité, la stabilité et le développement. Le discours du chef de l'État a également porté sur des questions de sécurité hydrique, de respect du droit international et de soutien à la stabilité des pays africains, tout en soulignant le rôle actif que l'Égypte continue de jouer sur le continent. Et pour mieux parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Medhat El Miligi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Allô? Allô, oui, je vous entends. Alors, comment le discours du président reflète-t-il la vision actuelle de l'Égypte pour l'avenir du continent africain? Alors, premièrement, je veux commencer par féliciter toute notre audience pour la Journée d'Afrique. J'ai eu l'honneur personnellement d'être invité par son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et Monsieur le ministre de l'Éducation supérieure, ainsi que le directeur général de l'Université du Caire, où on a célébré hier la Journée d'Afrique avec la représentation totale de tous les ambassadeurs et chefs de mission africains et même internationaux en Égypte pour cette célébration. C'était vraiment une célébration somptueuse dans une place grandiose qui est l'Université du Caire, qui jette déjà un symbole à l'importance de l'éducation dans la formation des peuples africains. Alors, en ce qui concerne le mot prononcé par son Excellence le Président de la République, alors je trouve que, premièrement, que la journée a totalement dépassé avec ce mot-là le cadre symbolique ou protocolaire des discours qui sont prononcés dans tel événement. Ça devient un moment politique majeur qui permet de réfléchir à la place du continent africain dans les recompositions internationales en cours. Et aussi le rôle que certains États africains, notamment je parle de mon pays, l'Égypte, qui cherchent à jouer à la redistribution des équilibres régionaux et internationaux. Alors, le mot du président Abdel Fattah est apporté sur plusieurs points. Je trouve, premièrement, il a parlé de l'Afrique en tant que les capacités du continent, les défis et les enjeux qui confrontent le continent. Et certainement, vous venez de préciser certainement le mot qui a été dit sur la sécurité hydrique. C'est un point très important et je pense que ça donne l'importance au droit international de régler ces affaires et non au recours à la force que l'Égypte n'a jamais voulu faire, toujours à insister malgré les positions unilatérales de la part de l'Éthiopie. L'Égypte n'a jamais essayé de recourir qu'au droit international. Et je pense que cela, la pensée égyptienne, montre comment est-ce que les pays structurés, les pays constitutionnels, cherchent à régler tout indifférent avec les autres pays. Alors, en général, je pense que l'Égypte, avec le mot du président Abdel Fattah el-Sisi, considère que la sécurité nationale ne peut plus être achevée qu'avec les pays africains et que malgré les crises qu'on souffre actuellement, telles qui sont au Soudan, dans la Corne d'Afrique, en mer Rouge, dans le Sahel, et la perturbation des routes maritimes internationales ont profondément modifié la perception égyptienne de son environnement stratégique et de ses relations avec ses frères et sœurs africains. Et comment vous voyez les messages politiques dans le discours du président Sisi concernant surtout la perturbation de la navigation maritime dans des voies navigables vitales? Alors, je trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a parlé de ça comme au sein des défis qui confrontent le continent africain.
N'oublions pas que quand on parle de continent, alors on parle de problèmes qui affrontent tout le monde. Alors Oui. là, il y a une disruption dans le flot je veux dire, les chaînes d'approvisionnement et comment cela peut affecter les pays, que ce soit au niveau de l'eau, de l'énergie, les ressources alimentaires, les capacités d'accès aux ressources stratégiques en général. Alors, la question hydrique dont on a parlé tombe dans cette logique, parce que c'est une sécurité collective africaine et non seulement égyptien, parce que cela peut se répéter avec d'autres pays, notamment que le président a parlé des rivières transfrontalières. Et c'est d'ici vient l'importance du mot du président, parce que ça ne touche pas seulement à l'Égypte, mais ça peut toucher à plusieurs pays, dont il y a des pays à l'amont et des pays en retour qui doivent toujours coopérer pour le bien-être de leur peuple compris ensemble. Et comment les pays africains, selon vous, peuvent-ils renforcer leur coopération pour relever les défis mondiaux? Alors, je trouve que, de mon point de vue, le premier, c'est de toujours avoir le droit international comme le seul moyen de résoudre tout conflit et tout malentendu entre pays. Il y a un point très important et je pense que le message donné hier par le site où on a célébré la journée d'Afrique, qui est l'Université de Caire, montre l'importance que le continent africain doit attribuer à l'éducation, à la culture, à la formation, à l'intellect en général, parce que c'est avec ça qu'on va avancer en tant que peuple. C'est pour ça que aussi le président de la République n'a pas oublié de mentionner le partenariat éducationnel avec tous les pays africains, et aussi le mot de son Excellence, Dr Badr Abdelati, en parlant du partenariat stratégique dans un des départements les plus importants du ministère des Affaires étrangères, qui est le département de partenariat stratégique pour l'Afrique. Alors, ce département qui a donné plus de 7000 bourses et cours pour nos frères et sœurs en Afrique dans tous les domaines, que ce soit les domaines civils ou même militaires, montre à quel point l'Égypte donne l'importance à la formation, au renforcement des capacités humaines de nos frères et sœurs en Afrique. Et je pense que c'est un point très important de montrer l'importance de l'éducation pour pouvoir développer nos pays par nos propres ressources. C'est un monde qui devient de plus en plus fort et qui attache beaucoup plus au nationalisme. Alors, on doit nous aussi se concentrer sur nos patries pour pouvoir les faire avancer. Personne ne va nous aider tel que nous, on va nous aider entre nous. Que ce soit dans la scène de l'Union africaine ou en général quand on parle de la coopération. Oui, justement, le président a évoqué hier qu'il y a des défis auxquels l'Afrique est confrontée dans la phase de construction et de développement. Quels sont ces défis? Alors, premièrement, on peut parler du terrorisme, des conflits armés, les ingérences étrangères. Oui. Il y a un point aussi très important qui est les milices transactionnelles et qui dépassent les frontières d'un pays. Et certainement, le point le plus important, c'est de confronter l'essai des fragmentations des sociétés africaines. C'est un point très important sur le point de la sécurité africaine, parce que sans sécurité, il n'y aura pas de développement. Alors, quand on parle de tous ces défis qui menacent la sécurité, on parle aussi de défis qui menacent le développement et le pouvoir de se présenter d'une meilleure manière sur la scène internationale. Et je peux dire, j'ose dire, qu'il y a des pays qui ne veulent pas au continent africain de se développer de la manière telle qu'il le nécessite et telle qu'il le mérite. Tout simplement parce qu'en restant faible en tant que pays africain, en tant que continent africain, cela permet aux marchands, que ce soit les marchands de guerre ou les marchands qui veulent
s'approvisionnement de nos matières premières avec des très bas prix, tout simplement parce qu'ils sont en train d'alimenter parfois même les corruptions dans les continents, sur le continent africain, dans les pays africains. Alors, comme je dis encore une fois, il faut souligner la portée symbolique du choix de l'Université du Caire pour accueillir la célébration. L'université représente historiquement l'un des instruments majeurs du développement, sans compter certainement en ce qui concerne moi en tant qu'Égyptien, le soft power égyptien en Afrique. Alors, il y a des générations entières de responsables, d'intellectuels, de cadres africains qui ont été formés en Égypte. Et d'ici vient l'importance du site, encore une fois. Alors, l'Égypte, et je pense qu'elle cherche à réactiver cette influence culturelle et intellectuelle dans un contexte où la compétition internationale ne se limite plus au militaire ou à l'économique, mais concerne, comme je l'ai dit, l'éducation, la culture, la formation et ainsi de suite. On entend toujours les slogans de l'intégration africaine. Comment ces slogans peuvent-ils se traduire par des projets tangibles, des projets économiques et de développement concret? Alors, sur le plan africain en général, je vais parler de l'exemple égyptien. Comment est-ce que l'Égypte a aidé, premièrement, dans la matière de formation, à consolider les échanges commerciaux intra-africains. On parle toujours de la zone de libre-échange continentale africaine. Et comment est-ce que l'Égypte demande toujours aux chefs d'État de ratifier cet accord pour qu'on puisse avancer sur ce chemin. On a vu comment d'autres pays sont groupés dans des blocs économiques, sont devenus beaucoup plus forts. On peut parler de l'exemple de l'Union européenne, par exemple, et comment est-ce qu'ils sont devenus plus forts qu'individuels. Et ça, c'est un point très important. Et aussi pour pouvoir confronter les défis, que ce soit au niveau de la sécurité alimentaire ou la sécurité énergétique, ou même la stabilité sociale. Alors, il y a plusieurs points sur lesquels on doit parler quand on parle de ce point, et que je trouve que l'Égypte, comme je viens de le préciser, a aidé beaucoup ses frères et ses sœurs. On parle de plusieurs projets d'une grande magnitude. Si on parle par exemple de le Nyerere, le barrage de Nyerere en Tanzanie, voilà, ça c'est un exemple de coopération. Et d'ailleurs, ça répond aux questions que l'Égypte, parfois, comme le disent quelques j'ose dire le mot ennemis de l'Égypte et de sa politique d'intégration africaine, comment est-ce que l'Égypte essaye de heurter ou bien de bloquer le développement africain? Au contraire, l'Égypte essaye à tout prix d'aider, tant qu'on le peut, le projet qu'on est en train de construire à Tanzanie, ce barrage qui va aider nos frères en Tanzanie. Comment est-ce que ce projet a été construit par une des grandes compagnies égyptiennes et africaines pour le bien-être du peuple? Alors, cela répond, comme je viens de le dire, aux questions que l'Égypte veut bloquer cela pour qu'elle soit. Non, au contraire, l'Égypte veut toujours avancer main à main avec nos frères et sœurs en Afrique. Il y a plusieurs exemples dans le domaine agricole, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine pharmaceutique. Je connais des hommes d'affaires qui sont en train de construire des usines pharmaceutiques en Afrique et d'autres projets agricoles et autres. Alors, je pense que l'Égypte, sa boussole est bien marquée sur l'Afrique. On pense vraiment à la profondeur stratégique que représente l'Afrique pour l'Égypte. Et d'ici vient la grandiosité de la célébration qu'on a vue hier. C'est pas une question un message symbolique ou protocolaire, non. On croit vraiment à la coopération africaine, à la coopération sud-sud, et qu'avec nos frères et sœurs en Afrique, on peut tous avancer ensemble. Comment les messages du président peuvent-ils être interprétés à la lumière de la concurrence internationale croissante pour l'Afrique? On a vu récemment la conférence Afrique-France où on a vu le président Macron faire des approches aux pays
anglophone. Comment vous voyez tout ce changement d'approche? Alors, moi, je trouve qu'il y a une réalisation du poids vraiment que représente la France internationale. Je ne peux pas considérer que l'Égypte vient de découvrir cela, parce qu'on doit donner vraiment le crédit au président Abdel Fattah el-Sisi quand il a commencé son pouvoir en Égypte en 2014 par plusieurs visites africaines. Et cela a marqué exactement la stratégie et la vision du président Abdel Fattah el-Sisi. Mais la France qui vient de découvrir cela récemment, et c'est pour ça qu'elle a pensé qu'elle ne peut pas limiter ses relations africaines avec les pays francophones. Et d'ailleurs, d'ici est venu le choix de Kenya, de Nairobi, pour accueillir ce sommet franco-africain. Mais certainement, quand on parle de l'Égypte et quand on parle de la communauté internationale, il y a 2 points ici à réaliser. Le premier, c'est que quand l'Égypte pense dans une pensée collective, que comment est-ce qu'on peut tous avancer ensemble avec, qu'on s'aide les uns les autres. Mais quand les pays occidentaux ou les autres pays pensent, et ça c'est mon propre point de vue, pensent à avoir des relations plus étroites avec l'Afrique, parce que d'un côté ils ont réalisé qu'ils sont en train de perdre l'influence qu'ils avaient sur l'Afrique, et deuxièmement, ils pensent aux matières premières qu'ils veulent emparer. Mais ce n'est pas vraiment une vision stratégique pour comment développer ensemble. Ça viendra certainement, parce que l'Afrique est en train de marquer ses pas sur la scène internationale et son importance sur la scène internationale. Et d'ici vient l'importance que commence à accorder. Certainement, un pays comme la France qui a réalisé qu'il devient de plus en plus un peu éloigné de l'Afrique et va être remplacé par d'autres puissances qui essayent de développer économiquement l'Afrique, telle que la Chine, telle que la Russie, telle que même la Turquie et d'autres puissances régionales et internationales, mais cela certainement bien sûr la relation très étroite qu'avait l'Afrique. Et d'ici vient que l'Afrique essaie de changer de peau pour pouvoir, la France essaye de changer la peau pour pouvoir avoir de meilleures relations avec l'Afrique, peut-être d'une manière égale, d'une manière qui ne marque pas l'ère coloniale avec l'Afrique. Oui, comme l'a dit le président Ruto, qui a dit que l'ère coloniale, même économiquement, est terminée et que n'importe quelle approche entre l'Afrique et l'Europe doit être une approche d'égal à égal. Effectivement, parce que l'Afrique a réalisé son vrai poids sur la scène internationale. Comment est-ce qu'elle est importante pour l'économie mondiale, avec toutes les matières premières qu'elle peut donner, avec tout le développement qu'elle est en train de faire. On voit des exemples fantastiques en Afrique, que ce soit l'Égypte, par exemple, qui depuis plusieurs années essaye de changer toute son infrastructure et améliorer toutes ses économies et toutes ses industries, et que ce soit plusieurs pays africains dont on a vu un changement de 180 degrés, tel que le Rwanda, par exemple, et autres pays africains qui ont pu franchir les défis et franchir les obstacles qui heurtent son développement économique. Alors, l'Égypte, comme je viens de le dire, ne considère plus sa sécurité nationale individuelle sans l'Afrique, que les crises dans le régional, dans la région, telles que la guerre, qui peut reprendre à n'importe quel point avec les États-Unis et Israël contre l'Iran, ou que ce soit même sur notre continent même, tel que le Soudan, la Corne d'Afrique, le Sahel, même en Libye et autres pays où la sécurité n'est pas à 100%. Alors, ça, c'est un point très important. On doit essayer de toujours parler de ça. Le président Sisi a évoqué, tel que pour répondre à votre question,
les tensions affectant les corridors maritimes, les chaînes d'approvisionnement mondiales et la sécurité énergétique et alimentaire. Alors, il ne s'agit pas ici d'un simple constat diplomatique, il s'agit d'une lecture stratégique du monde, un monde qui est marqué actuellement par l'instabilité systémique et la fragmentation croissante des équilibres internationaux. Alors, l'Égypte comprend parfaitement, et le président Al-Sisi l'a souligné dans son discours, on comprend parfaitement qu'aucun État africain ne peut affronter seul ces transformations. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'appuyer sur la solidarité africaine, la coordination africaine et régionale et le renforcement des mécanismes de coopération continentale, comme je viens de le dire, la zone de libre-échange continentale africaine. Et quel serait, selon vous, le rôle attendu de la jeunesse africaine dans la réalisation du développement et de l'intégration du continent? Alors, il y a deux points ici majeurs à mentionner. Le premier, c'est que l'Afrique est un continent jeune et que l'âge du continent, avec sa jeunesse, dépasse beaucoup d'autres continents. C'est pour ça que le futur est pour l'Afrique avec sa jeunesse. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que l'Égypte a réalisé l'importance de la jeunesse. C'est pour ça qu'on a vu plusieurs conférences dédiées à la jeunesse africaine. On se souvient tous de la conférence de la jeunesse qui se passait à Sharm el-Sheikh plusieurs reprises pour simplement montrer que l'importance qu'accorde l'Égypte à la jeunesse. Alors d'ici vient que cette jeunesse, c'est elle qui va former le futur de l'Afrique. Et c'est pour cela qu'on doit déjà commencer à attribuer beaucoup de plus d'importance à cette jeunesse, à son éducation, à son intellect, à sa formation, pour que cette jeunesse puisse développer leur pays et du coup développer le continent. C'est une phase très importante pour le continent africain parce qu'on vit dans un monde qui devient de plus en plus confrontationnel. Et c'est pour ça que nous, on doit aussi être forts pour pouvoir lutter contre tous les défis qui menacent le continent africain. L'ambassadeur Medhat El Meligui, je répète que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci beaucoup pour vos éclaircissements.